Salut les gens. Coucou. Mes bien chers refs, mes bien chers Russ, j'espère que vous allez bien. Ah d'accord, ok. Pas de boogie-woogie dans l'horreur du dimanche. Allez. On cite les grands hommes. Le grand répertoire. Le podcast des films tristounes, des films du bad, des films du doom. Le podcast de la frousse molle et du frisson mou. Bouh. Waouh. Ah, mais non. Ah, pas mal. Elle a redit. Alors, il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de Foix. Bon. Et oui, nous sommes de retour en ce dimanche de fin d'hiver, de presque printemps à la merde, parce qu'il fait encore moins 12 le matin quand on se lève, et dire qu'on nous avait presque vendu le réchauffement climatique. Bon allez, encore un peu de patience, parce que Trump et Poutine vont nous régler tout ça. Ben oui, c'est la guerre les gens, c'est Macron, il a dit à la télé. Alors en cette période troublée, que nous reste-t-il d'autre que la foi ? Bon, j'arrête ici, je m'énerve moi-même. Non, moi en réalité, je la perds, la foi. Tiens, et d'ailleurs, en parlant de perdre la foi en l'humanité, Lola, ça va ? Ouais. Camille ? Ça va très bien, mon cher père. Pas trop claqueille ? Bah non, on a dansé toutes les nuits. Jolie auréole aujourd'hui. Et les, ça va ? Si Dieu le veut, oui. Ouais. Et à la platine, déjà multidisque de platine, éloignez vos papas et vos mamans, Gégé et Martine, car son sexe est à pile. Le seigneur de la décibel, Bring a Bell, Brice. Brice, ça va ? Il était élaboré celui-là. Ah oui, un cerveau malade. Ouais. Bon, l'horreur du dimanche, épisode 48, je sais, parce qu'on a fait le 47 il y a 2 jours. Et oui, ça me... Il y a 2 heures. Attends, j'ai plus de son. J'étais là avant-hier. C'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec le film que Camille a sélectionné. Oui, et je vais vous parler de Thirst, ceci est mon sang. 주 예수 그리스도의 이름으로 저에게 다음과 같은 것을 허락하소서. 살이 썩어가는 나 환자처럼 모두가 저를 피하게 하시고 사지가 절단된 환자와 같이 몸을 마음대로 움직일 수 없게 하시고 그 병을 드는 décès, 15h31. 살이 썩어가는 나 환자처럼 모두가 저를 피하게 하시고 사지가 절단된 환자와 같이 몸을 마음대로 움직일 수 없게 하시고 저를 지옥 속에 있게 하소서. Voilà. Bah oui, voilà. Donc, Thirst, ceci est mon sang, c'est un film donc, coréen de Park Chan-wook qui date de 2009. Donc, voilà. Alors, mais quelques notions duolinguesques ne me permettront pas de traduire cet extrait. Mais voilà. Donc, on va parler un petit peu de ce film. Ce film, donc, c'est l'histoire d'un prêtre, le père Song Yeon, qui décide de participer à une espèce de mission, on va dire kamikaze, clairement, en Afrique, dans un dispensaire, parce qu'il va se faire inoculer un virus qui tue beaucoup de gens en Afrique, et il va devenir cobaye pour un présupposé vaccin qui est en expérimentation. Et il y a très très peu de gens qui s'en sortent, enfin il y a même personne qui s'en sort, hein. Donc voilà, il décide vraiment de donner son corps à la science et à l'humanité. Ce qui est en termes d'éthique et de méthodologie scientifique quand même peu adapté comme étude. Mais oui. Oui, c'est un peu bizarre. Donc voilà, les anti-vax, regardez ce film, c'est un plaidoyer pour votre cause. Donc ce qui devait arriver arriva, et notre père Song Yeon décède. Sur la table d'opération. Le truc, c'est qu'en fait, il reçoit du sang d'une transfusion inconnue, hein, et ce sang va lui permettre de ressusciter miraculeusement. Donc là, miraculo, machin et tout. Ils disent ça dans le film. Ouais. Exactement. Le latin de miracle. Les témoins de Jéhovah en PLS. En sueur.
Il rentre en Corée et évidemment, tout le monde vient le voir pour être béni par lui ou alors avoir une prière de sa part parce qu'il est vu comme un ressuscité, quoi. Et le dernier type dans l'histoire qui a été ressuscité, je vous rappelle que c'est Jesus Christ. Donc voilà. Mais non. Normalement, c'est ça. Et donc à l'occasion d'une sortie avec des gens qui viennent se mettre à genoux devant lui, il retrouve la mère d'un ami d'enfance et sa femme, cet ami d'enfance, qui s'appelle Tae-ju. Et on comprend que là, il y a une passion torride qui va les unir tous les deux. Dans l'enceinte de cet appartement, parce que donc ils habitent, c'est à la coréenne, le fils habite avec sa femme et sa mère, Mrs. Ra. Du coup, qui joue dans ce film des grands acteurs? Il y a Song Kang-ho qui est quand même un des plus grands acteurs coréens, très connu et très important, qui joue donc le père Song-joon. Il y a Tae-ju qui est joué par Kim Ok-vin, que vous avez peut-être vu dans The Villainess. C'était pas mal ce truc. Bonne scène d'action. Et j'ai noté aussi le nom de la maman, la belle-mère, Kim Hye-suk, qui je trouve a un visage absolument incroyable et fait assez peur, et qu'on a pu voir aussi dans Mademoiselle. Chef-d'œuvre, s'il en est. Oui. Donc, oui, parce que Park Chan-wook, c'est un réalisateur important pour toi quand même. Ah oui, moi, mon film La Mademoiselle. Culte, c'est Mademoiselle. Le radotage continue. De toute façon, on est sur un thème sermon, donc voilà. Et justement, Thirst, c'est un film donc, qui sort après la trilogie de la violence et de la vengeance, surtout de Park Chan-wook, avec Old Boy, évidemment, Sympathy for... Mr. Vengeance ou Mrs. Vengeance, je sais jamais. c'est ça. Mais, Lady Vengeance. C'est Lady Vengeance, ouais. Lady Vengeance, et il y en a un autre, bon, bref, le troisième. Je crois que c'est Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Ah oui, ça doit être... Je crois, je veux pas dire de bêtises. Exact. Dites-nous, Il a raison. Il a raison. Bon, bah voilà, un peu de vérité grâce à Thomas. Et en fait, Thirst, c'est un film très intéressant, je trouve, parce que ça change vachement de ses réalisations précédentes. D'un point de vue formel. C'est-à-dire que là, le film est beaucoup plus lent. Il pose sa caméra alors qu'on avait été habitué à un truc un peu furieux avec lui. Et ça donne un résultat absolument magnifique, plastiquement parlant. Le film dure 2h20. Un truc comme ça, donc c'est quand même un gros morceau. Je pense que c'est un des plus beaux films de vampires, en vrai. Oui. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais... Ah oui, c'est vrai, t'as fini ton résumé. Tu l'as laissé en plan. Oui, en fait, il ressuscite, tout va mieux, machin, mais bon, vous imaginez bien que c'est pas Jésus, du coup, c'est un vampire. Oui, c'est vrai qu'on a sorti du plot le fait que le mec était juste un vampire. Et du coup, pour survivre, il doit boire du sang. Sinon, la maladie revient. Sinon, les boutons reviennent. L'acné revient. L'acné de l'enfer. Ouais, c'est ça. C'est soit ça, soit l'acné. Bon. Mais parce que moi, je me suis concentrée vraiment sur sa rencontre avec Tae-ju, qui est vraiment le cœur du film, qui est en fait une espèce de passion très compliquée entre les deux. Lui, donc, il représente évidemment l'homme d'église, avec une morale et puis une foi assez importante. Et elle, donc, qui se met d'un seul coup à douter parce que il est ébranlé dans ses convictions, d'une part parce que c'est un vampire, et d'autre part parce qu'il rencontre, c'est un peu chaud. parce qu'il rencontre une fille qu'il aime, quoi. Alors désire, surtout. Ouais, c'est ça. Alors que Tae-ju, elle subit. Elle est prise dans en fait. Ouais, c'est ça. Elle est prise dans un engrenage de violence assez terrible de la part de son mari, de la part de sa belle-mère, enfin de tout le monde, quoi, tous les hommes aussi. Et elle a envie de pouvoir exprimer ses pulsions sadiques, en fait. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Et elle revendique justement une amoralité totale. Elle dit notamment dans le film à un moment donné, je n'ai pas la foi, donc je n'irai pas en enfer. Et donc ces deux personnages que tout oppose,
épouse, effectivement, s'unissent dans une espèce de passion brûlante. C'est très érotique comme film. Il vaut mieux le savoir pour ne pas être gêné. Pas le regarder avec ses parents. Non, mais Pour un public averti. Généralement, les films qu'on vous recommande, oui. Enfin, bon, C'est ça. Et, surtout les films de Camille. Mais... Oh, ça va. Oui, genre Antichrist Il y a de la avec ses parents. Et Crash, bon. Et en fait, c'est un film d'une part qui a eu le prix du jury à Cannes, bon, c'est quand même bien de le dire, et surtout c'est aussi une adaptation, en fait à la base très libre De Thérèse Raquin. Ouais, Oui, Thérèse Thérèse Raquin Raquin, d'Émile de Zola. Zola. Moi je l'ai pas lu, donc Ah ouais, je savais non même plus. pas moi. Ouais, ok. donc voilà, oui parce que très libre, parce que oui il y a l'ajout du vampire. Il y a pas de... Ça aurait été bien. Il y a le bail vampirique, ouais. En plus. Thérèse Raquin, mais avec des vampires. C'est un projet qu'il a essayé de produire pendant très longtemps, vraiment dès Old Boy. Il l'a en tête et pendant 10 ans il va essayer de produire donc ce film-là qui marque un tournant dans sa réalisation, parce qu'après on ira vers des films notamment son film américain qui s'appelle Stalker, qui est aussi une histoire de vampire. C'est Que pas j'avais- mal, Moi mais j'avais bien aimé, ouais. Mais Ouais. oui, c'est un peu en dessous. Ouais, de... c'est- ouais. Mm. et puis surtout Mademoiselle qui est absolument incroyable Oui. sur Ouais. l'érotisme. Bah, Voilà. c'est même sur la bande son, je trouve, on retrouve un peu cette petite note de musique douce de Mademoiselle. Ouais, Là, ouais, c'est de ouais. la flûte, du flutio, Oui, oui. parce qu'il a une flûte, le prêtre. Oui, Ouais. c'est vrai, avec laquelle il se fait du mal. Ouais. Puis Ouais. dans la... Ouais. il dégueule du sang dedans. Et il aussi. vomit dedans. Ouais. Du Ah, sang. ça c'est Ouais. dégoûtant. Ouais, Ça, ça, c'est c'est vraiment dégoûtant. dégueulasse. Et en fait, je trouve que c'est un film vraiment assez passionnant dans la façon dont il est fait. Il y a une beauté des cadres folle. Il y a des scènes de cascade quand même Ouais. assez incroyables. Les sauts sont Ouais. sont quand même C'est vrai que c'est- très très bien faits, quoi. Notamment à un moment donné où elle saute sur une voiture. Oui. Oui. Bah, Ah, ou quand c'est il se génial, ça. quand il se défenêtre de l'hôpital, là. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Ah non, il y a ça. Mais Ah il y a oui. aussi elle qui se jette Ah sur oui, une voiture en c'est vrai. mouvement. Oui, oui. Et c'est vraiment Oui. magnifique comme cascade. C'est Mm. vraiment assez incroyable. Et les acteurs sont fous Ouais. aussi. C'est assez ouf. Ouais, c'est un film. Franchement, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais, Qu'en dire à part Masterclass, effectivement, Ouais. ouais, c'est. c'est un peu dur de. Bon, il n'y a pas de défaut à lui trouver. Franchement, c'est voilà. Mais pourtant, il y a eu plein de très mauvaises critiques. Oui, Ah ouais. il s'est fait un peu Et- défoncer. ouais. Moi, je vois pas où tu peux attaquer le film. Ce que je trouve particulièrement intéressant et que tu comprends. Alors, la première fois que je l'ai vu, j'avais été un peu submergé par cette passion brûlante, quoi, où tu vois que ça, en fait, parce que c'est vraiment au cœur du film et toute l'histoire fantastique de vampire passe un peu au second plan, parce qu'en fait, on suit ce couple dans sa dynamique de passion qui brûle et de destruction mutuelle jusqu'à la fin. Et là, en fait, je trouve que l'emphase est quand même beaucoup mise sur le personnage de Taeju en le revoyant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point elle passe d'un... il y a une dynamique d'émancipation de ce personnage-là, mais qui est en fait un peu factice, parce qu'elle passe d'un milieu extrêmement oppressif où elle est esclave, où elle a pas de... où elle s'occupe d'un mari qui est une espèce d'homme-enfant bizarre, malaisant, là. Ouais. Et pour se retrouver en fait violentée par ce mec dont on comprend en fait que ce qui l'a séduit, c'est probablement l'interdit, parce que c'est un prêtre, qu'il n'y a pas le droit, que voilà. Et à partir du moment où lui abandonne cette espèce de morale et d'éthique religieuse, en fait, finalement se comporte comme un homme. Enfin, il la violente aussi. Mais il y a quand même quelque chose de beau qui reste entre ces deux personnages, et il y a quand même une passion qui reste jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène du film. Donc je sais pas, moi je trouve que ça emporte un peu tout sur son passage. J'ai du mal à savoir comment me positionner par rapport à cette relation. C'est pas une histoire d'amour très voilà. positive. Hein. Voilà. Non, c'est très tordu quand même. Ouais, C'est tordu et tragique. Ouais. j'ai du mal à me positionner par rapport effectivement à cette espèce de relation un peu toxique et tout, mais en fait ça cinématographiquement en tout cas ça défonce tout sur son passage. Donc il reste que ça à la fin. Moi c'est un film qui m'aime beaucoup, que j'adore, voilà. Et puis on voit la fascination de Park Chan-wook pour les fins tragiques, les espèces de c'est sûr. grandes tragédies. Alors sur la plage, un peu comme dans Decision to Live. Voilà. En Meilleure fait, fin c'est un cadre qui reprend. Mention spéciale au plan sur les baleines 3D à la fin. Il crache ça. Moi, je trouve que c'est
Moi, je trouve que c'est son meilleur film. J'aime beaucoup Mademoiselle aussi. J'aime énormément Old Boy, bien qu'il soit critiqué de toutes parts, mais c'est quand même un film majeur. Mais The Thirst, c'est le film qui me touche le plus de sa filmo. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, quoi. Bravo. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Et aussi beau que dérangeant, hein, c'est un peu bizarre. Je pense vraiment que moi, c'est un des meilleurs films de vampires que j'ai vu. Puis encore une fois, il est très original. Après, il y avait Twilight. Non, mais derrière Twilight, évidemment. Non, mais ça, on n'a même pas besoin de le dire. Non, mais oui, je précise pas. Mais... René Smith Forever. Ouais. Après la naissance de René Smith. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et puis les scènes érotiques de Twilight, c'est quand même autre chose. Ça arrive pas, désolé pour Park Chan-wook. C'est très au-dessus de Park Chan-wook. S'en souvient. C'est bien de se sucer les doigts et les orteils, mais bon. Et de se lécher les aisselles, incroyable. Ah oui, oh la vache, j'étais en mode putain, j'espère que ça sent bon. Mais ouais, tu disais, effectivement, moi, ce qui m'a fasciné, c'était justement toutes les scènes tu parlais des cascades, mais moi j'ai appelé ça les scènes d'envolée, j'ai marqué. Où ouais, quand il y en a un des deux qui saute ou alors qui soulève quelque chose de très lourd, c'est incroyable ces scènes. Enfin, franchement, moi je trouve que je sais pas, c'était hyper hypnotisant. Ouais. Et puis oui, ce couple, c'est vraiment, les acteurs sont géniaux. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les 30 dernières minutes, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs dans la première partie, si on peut appeler ça une première partie d'1h30, mais voilà. Mais non, les 30 dernières minutes sont incroyables. La scène sur les toits, où justement il y a la question du prêtre qui dit qui sommes-nous, et elle lui répond des bêtes qui mangent des humains, et ça, je trouvais que tout au long du film, cette animalité entre les deux, notamment pendant leur rapport sexuel, c'est incroyable. Vraiment, c'est vrai que c'est des relations sexuelles qui, on peut pas du tout s'y retrouver. C'est des trucs très inhabituels. Encore une fois, je disais se lécher les aisselles et tout, pourquoi pas, mais il y a vraiment ils font vraiment ça comme des animaux. C'est hyper bizarre. Alors, pas dans le sens forcément violent, ou voilà, mais ils ont des moves c'est même de la façon de chien ou de chat. Ils se reniflent tout le temps. C'est ça. Et puis, ils ont un peu des petits spasmes, tu vois, des trucs un peu étranges je sais pas. C'est un film qui, au moment de sa sortie, a fait gros bordel en Corée, parce que c'est la première fois qu'on montrait un homme tout nu, non? Exactement. C'est ça. Aussi frontalement. Oui, parce qu'en plus, il y a plusieurs plans, on le voit intégralement nu et vulnérable en plus. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, mais c'est vrai que ces scènes de sexe, elles sont hyper bien tourné en plus, je trouve. Ah ouais, moi j'avais juste vu des extraits du film, je l'avais jamais vu en entier, et du coup je savais pas qu'il y en avait quand même autant. Et au début j'étais chez moi tranquille. Les scènes de sexe. J'avais les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait bon et tout. Best-of de Léo. J'ai fermé mes fenêtres et tout parce que j'étais en mode bon là quand même un peu étrange quoi. Ouais, ça couine beaucoup. Ouais. Et après c'est vraiment l'attention du détail, c'est incroyable, chaque plan et chaque séquence est parfaite. Et le truc qui est super aussi, c'est qu'on est vraiment projeté dans le film dès le départ, et du coup, au début, c'est très déroutant parce qu'on a juste la voix off du prêtre qui va pas bien du tout, qui veut quand même se dévouer intégralement, c'est-à-dire mourir pour Dieu, quoi, parce que c'est quand même ça sa démarche. Et on comprend rien à ce qui se passe au début. On arrive dans cette espèce de clinique bizarre, on lui inocule un vaccin et tout, et c'est très déroutant. Et après, on retombe un peu sur nos pattes, et lui aussi, d'ailleurs, sa vie bizarrement retombe un peu sur ses pattes, et il veut moins mettre fin à ses jours après. Même s'il essaye au début, finalement il continue de vivre. Et jusqu'à Et non, c'est très très beau, très très beau. Et puis même ce final sur la plage, il y a toujours des trucs un peu loufoques aussi qui se créent, tout ce jeu avec la voiture où il se fout dans le coffre, après du coup il enlève le coffre, et puis les plans des chaussures qui ça c'est trop beau 2 fois dans le... ça c'est magnifique. Et puis il y a quand même un truc je trouve assez puissant sur il arrive toujours à montrer des choses, parce qu'en gros, donc l'histoire de Thérèse Raquin et l'histoire du film, c'est ce couple, il va commettre un acte, je vais peut-être pas le divulgacher tout de suite, mais en gros, il commet un acte irréparable, il tue quelqu'un, quoi, en gros. Et l'idée, c'est qu'ils vont être petit à petit dévorés par le remords, quoi. Et là, il montre le remords de façon tellement parfaite. Enfin, c'est vraiment
le Maccabée qui est entre eux quand ils ont une Qui relation s'immisce. sexuelle, justement, Ouais. hyper dérangeant comme Ouais. image, quoi. Moi, j'étais genre, oula. Ouais, et qui les sépare au fur et à mesure, ils dorment plus collés l'un contre l'autre. ça, c'est trop bien. c'est vraiment super. Et je trouve qu'il est vraiment terrifiant en plus, Ouais. parce que c'est un noyer, quoi. Donc il y a un truc Tout pour souffler. très particulier. Il est presque visqueux, bleu. Il Enfin, était déjà morveux avant. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais là, il est enduit Oui, c'est vrai de morve. qu'un big up à une scène de paix incroyable. hein. Ah oui. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à toi. Il y a une très très bonne scène de paix. Ouais. C'est- Avec sa mère qui renifle, Qui sent le horrible. C'est horrible. Qui dit ah, ça sent la gastro. Est-ce que vous voulez un thème prout un jour? Dites-nous en commentaire. Oh non. Bah là, le film est validé, quoi. Moi, à ce moment-là, je le vois et je fais bon, bah ok. Mais ouais, bah. Et moi, il y a quand même un point, mais que enfin. C'est un peu casse-gueule, mais c'est difficile en tout cas de l'exprimer. Mais il y a quand même un truc que je trouve magnifique. Je l'ai dit dans toute leur histoire d'amour, mais force est quand même de constater que dans cette espèce C'est un malade. oui, c'est un malade, et c'est quand même lui qui décide de leur fin. Oui. Enfin, Oui. tu vois, Oui. il y a quand même ce point à la fin, et cette scène elle dure, et en fait c'est lui qui décide, Ouais. c'est lui qui la tue, qui la fait renaître, et qui décide que c'est terminé, que la récré est terminée à un moment donné. Et en fait, j'avais du mal à voir le film sans voir ça, mais je ne sais pour quelle raison. Je pense que c'est la science de la mise en scène de Park Chan-wook et l'intensité qu'il met dans chacune des scènes qui fait que, en fait, le film se regarde sans être dérangeant quand même. Et puis, c'est la passion brûlante comme ça. C'est un thème Passion qui- du Christ. c'est un thème qu'il aborde dans énormément de ses films. Et je dirais qu'il s'est un peu rattrapé avec Mademoiselle, en tout cas, sur ce point-là. Donc voilà. Mais voilà, ça reste quand même un peu dérangeant de ce point de vue-là, en Oui, tout cas, ouais, quand on le c'est sûr. regarde. Mais Oui, oui. ça m'empêche pas de dire que c'est mon film préféré C'est de sûr Park que lui, Chan-wook. oui, c'est pas. Mais, Il y a beaucoup de red flags. hein. Ouais. Non, Oui, mais- oui, et puis c'est pas c'est pas une passion qui est libératrice. Ah non, pas du c'est tout. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Ouais, On ouais. est très habitué à une vision. Et puis c'est pas un romantique. héros lui non plus. Hein. Ah bah non, pas du il tout. est très critiquable dès le début du film Ouais, ouais. sur plein de points. Ouais. Mm. Puis elle aussi. Enfin, Oui. elle est très violente. Enfin, Elle étage quand un peu, même, ouais. Mais Je- disons spéciale, qu'on cette femme. on l'excuse à 100% vu la vie de merde qu'elle a l'air d'avoir. En vrai, je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand C'est même très présenté. violent en ce moment, Léo, je trouve. Mais non, mais c'est une esclave dans le film. En fait, c'est Oui. la boniche de cette famille. Qui Elle fait à révolte. bouffer. Ça, oui, mais- Enfin, c'est horrible. En fait, c'est une vie d'esclave qu'elle mène. Ça, oui, mais tu vois, dans le traitement, par exemple, du rapport à la mère. Ah ouais. Où elle devient vraiment sadique, quoi. Oui, oui. Ah oui, T'es là, oui, genre, oui. oula, Ouais. enfin, Ouais. tu calmes, quoi. C'est énervé, ouais. Mais C'est surtout pas qu'on- la paix du Christ, là, pour le coup. Mais surtout qu'on apprend quand même qu'elle a vraiment menti sur sa relation avec Oui. Ouais, mais- le personnage handicapé là, du fils, qui en fait était quand même juste un gros péteur, hein, mais qui faisait pas grand chose d'autre. Quoi. Enfin, Oui, mais tu vois, mais c'est un peu ce truc-là. Le fait que c'est pas lui qui la blesse, que ce soit elle qui se blesse, en arriver à s'infliger des sévices corporels comme ça, c'est oui, c'est bah, elle horrible était dans pas tous les très cas. heureuse, c'est sûr. C'est dans mais tous les cas bon, affreux, ouais, quoi. de toute façon, voilà. Mais ouais. mais d'immenses acteurs et actrices. en Ouais. tout cas. Non, mais encore un film un peu problématique, mais beau. À la magie. Bah super. Ah non, ne Non, résume non. pas comme ça. Non. Non, mais tu sais, c'est des films enfin, je sais pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a eu de très mauvaises en Europe, de très mauvaises critiques. je sais Bon, pas. je pense pas, hein, franchement, on en est plus. Enfin, surtout Oui, à non, l'époque, c'est- ouais, c'était ça, pas. ça, Non, c'est pas mais, pour ça. mais non, c'est un film qui est. Tu as du mal à. T'as du mal à savoir quoi penser de ce que t'as vu, mais tu l'as vu et ça t'a emporté, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Il y a une. Et puis il y a cette force je leur dis, de cinéma de Park Chan-wook qui fait de chaque scène une scène de cinéma. Ah ouais. J'aime pas parler comme ça fait un peu cinéphile à la con, mais tu vois. C'est trop tard. Enfin, ouais, c'est trop tard. Mais genre, il y a un moment où ils mettent la table et en fait, cette scène au début où il y a un des potes qui arrive là, et en fait, rien que cette scène où ils mettent la table, elle est incroyable. Enfin, tu la regardes, il y a un mouvement de caméra, il y a le mouvement des personnages dans le champ, c'est incroyable. Ouais. Enfin, il y a, Bah même les jeux de domino. Je il y a- trouve ça trop bien les mais séquences en fait, où il ils jouent au domino. il y a rien qui n'est pas de la mise en scène en sais pas fait ce dans le que c'est, film. ce jeu. Et c'est le mahjong. Ah bah oui. Il joue au mahjong. Ah c'est Et en plus, c'est ils le Mahjong. disent, donc Ah oui, oui, bah oui, effectivement. bah oui. Voilà. Désolé. Les dominos. Le Scrabble. C'est des caractères coréens, c'est pas des petits points. La catastrophe. Elle écrit d'ailleurs un truc. Le Oui. downfall de Léo dans l'heure du dimanche. Ouais, voilà. Ouais. Le Scrabble coréen, là, oui. Le Scrabble.
Bon, allez. Allez sur cette petite touche. Sur ces belles paroles, nous allons passer peut-être au second film de la sélection. J'ai déjà oublié qui c'était. Non, tu me montres Camille, mais Camille a déjà fait. Ah, c'est moi ? Non, non, c'est pas moi. Ah si, c'est moi. Bon, bah c'est moi alors. Et ben, heureusement qu'il y a Brice. Il est confus. La poule qui caquette qui a fondu. et ben c'est moi. Je vais vous parler Non. Je vais vous parler d'un film après une courte interlude musicale. Oh là là, non mais le dindon qui patauge dans la semoule là, c'était. Et je vais vous parler de First Reformed sur le chemin de la rédemption. Wisdom is holding two contradictory truths in our mind simultaneously. Hope and despair. A life without despair is a life without hope. Holding these two ideas in our head is life itself. Are you drinking, man, Reverend? It doesn't help. No, I suppose not. Can God forgive us? For what we've done to this world? Who can know the mind of God? Thomas, est-ce que Dieu nous pardonnera? Eh bien, on va essayer d'y répondre. On va essayer d'y répondre tout de suite. Vous aurez une réponse à la fin du podcast. Donc, attention. Restez jusqu'à la fin. Donc, la théologie en PLS. Mettez 5 étoiles et vous aurez la réponse. TOV, on résout les religions. En 10 minutes, en vidéo chapitrée avec une miniature de moi qui met mes mains sur mes joues comme ça. OMG. Comme le cri de Munch pour les vieux. First Reformed ou Sur le chemin de la rédemption en C-franc. C'est un film états-unien de l'ami Paul Schrader, ou comme on l'appelle, Polo la déconne. C'est un film qui est sorti en 2017, à l'affiche duquel on retrouve, je ne cite que les deux principaux acteurs, Ethan Hawke dans le rôle du révérend Tollens, je sais plus s'il y a un S ou pas, je sais pas si c'est mon autocorrect, parce que Tollens c'est les peintures, enfin bon bref on s'en fout, et Amanda Seyfried dans le rôle de Mary, comme par hasard, tiens, Mary. Ah oui, c'est vrai. En plus, elle est enceinte. Wink, 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 wink. Donc, un petit résumé. Bon, alors le père. C'est Ernst Toller. Ah, c'est Toller, ouais. Bah, tu vois, Tollens, c'est l'autocorrect. Donc, le père Toller, il n'est pas en grande forme. Ben oui, son fils est mort, sa femme et lui se sont séparés, et en plus, il pisse du sang entre deux quintes de tout. Il en a dans les selles aussi, il le dit. Oui. Après une messe dominicale. D'ailleurs, on devrait s'appeler comme ça, l'horreur dominicale. Oui, on changerait le titre du podcast pour cet épisode. Il est approché par Mary, une jeune fidèle paroissienne, inquiète pour la santé mentale de son mari, Michael, un jeune homme légèrement éco-anxieux. Léger. Ouais. Effectivement, Michael revient d'une session d'activisme un peu vénère, au décours de laquelle il a fait de la zonze. Et ce qui la trigger de fou en rentrant, c'est le fait que Marie soit enceinte. Comment assumer la venue d'un enfant dans ce monde cursed ? Ça aussi, tu vas répondre. Vous aurez également la réponse à la fin du podcast, dans les recos. Après les recos. Si vous avez 1 heure. Mais Michael, tu voulais pas de gosse, il fallait se protéger, j'ai envie de te dire. Non, en vrai, le père, il lui explique que en fait, c'est normal de doumer parce que c'est écrit dans la Bible. T'adores dire doumer. Merci de rendre ce résumé accessible aux Gen Z, j'apprécie. Non, mais c'est vrai, c'est écrit, quoi. En même temps, il parle en verlan, donc c'est un peu bizarre. Et après cette petite session, chacun rentre chez soi et ça fera 80 €. Merci, à la semaine prochaine. Sauf que Michael ne vient pas au RDV suivant parce qu'il se suicide et fait en sorte que Toller retrouve sa dépouille dans un parc.
Et alors, sans mauvais jeu de mots, c'est la descente aux enfers pour notre bon vieux révérend qui lui-même devient un peu éco-anxieux, se rend compte de la pourriture du monde, de l'implication de ses financeurs dans des bails sombres, jusqu'à lui-même vouloir commettre l'irréparable. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est que au moment où il prend en charge Michael, Toller voit, en tout cas découvre en fouillant dans le garage que Michael avait pour projet de commettre un attentat suicide puisqu'il trouve une ceinture, un gilet explosif à l'intérieur de son garage. Les éco-terroristes, on y vient. Voilà. Et c'est donc le révérend Toller qui va garder cette ceinture d'explosifs sous prétexte de vouloir protéger Marie. Et voilà, donc ça aura, je ne vous spoil pas, mais je spoil en le disant, ça aura une implication toute particulière dans le dénouement du film. Alors, c'est un film, First Reformed, donc c'est un film de Paul Schrader. Paul Schrader, c'est un cinéaste qui a été un très grand scénariste dans le Hollywood de la fin des années 70, début des années 80, qui a travaillé avec Scorsese, et c'est aussi très vite il est devenu cinéaste. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu une éducation religieuse assez stricte, et donc je pense que First Reformed, c'est un film qui devait à mon avis vouloir faire depuis longtemps. Et qui ne fait que assez tard dans sa carrière, puisque le film est sorti en 2017. Alors il est très productif, Paul Schrader. Il a sorti 3 ou 4 longs métrages depuis, mais en tout cas ça s'inscrit dans la tradition de son cinéma, c'est-à-dire un film de personnage. C'est un film où on va suivre les pensées, le quotidien du révérend Toller. D'ailleurs, d'un point de vue formel, le film utilise la rédaction par Toller d'un journal intime, et donc il chapitre son film au gré de la progression de Toller dans son manuscrit, et ce qui est assez c'est comme dans Taxi Driver, ça. Un peu, sauf que ce qui est marrant, je trouve, non, le film n'est pas marrant. Non, c'est pas drôle du tout. C'est vraiment pas drôle. drôle. LOL. C'est un qualificatif que tu pouvais pas mettre. C'est que tu penses au début en le regardant que ce journal va avoir une implication, en tout cas va avoir un rôle particulier dans la progression de l'histoire, et voilà. Et en fait, pas du tout, puisqu'il ne cesse de revenir sur ce qu'il a écrit, de déchirer des pages, et en fait de dire que tout est cursed et qu'on n'y peut rien. Oui, que même ce projet sert à rien. Oui, que même ce projet sert à rien. Et donc, en fait, alléluia. Gros lol, hein. Alors, c'est un film qui, je trouve, en tout cas, fait état d'une certaine situation d'impuissance politique dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup de gens. Et il le montre très bien avec le personnage de Michael en tout début de film, qui est un personnage que moi-même, j'ai pu incarner dans ma vie, ou en tout cas, je me suis retrouvé dans certaines de ces anxiétés, c'est-à-dire qu'on se dit que tout est foutu, qu'on peut rien faire, et à quoi bon se battre finalement, jusqu'à en venir à des solutions radicales comme des actions directes, tout ça. Donc c'est un film. Thomas avec son gilet d'explosif. Non mais il va être fiché. Je le dis, je veux pas que pour que le robot de YouTube ne fiche pas. Non, j'ai jamais pensé à ça. Mais en tout cas, je veux dire dans l'anxiété qu'on peut ressentir, et ce sentiment d'impuissance politique qu'on peut ressentir par certains moments. Et donc c'est un film que je trouve très très fort, et qui montre que même un personnage qui fait partie du système, qui fait partie de l'énorme institution qu'est l'Église, surtout aux États-Unis, en fait, arrive à un questionnement, à une progression intellectuelle logique jusqu'à la crise de foi, jusqu'à un point de non-retour. Et je trouve que le film est absolument incroyable dans la manière dont il nous fait accompagner le révérend Toller, et ça. Ouais, sa perte de foi, sa crise de foi. Enfin voilà, je trouve le film complètement dingue de ce point de vue-là. C'est beaucoup en lien avec la mise en scène de Schrader, qui est d'une sobriété, d'une magnifique sobriété, je ne sais pas comment le dire autrement, qui prend le temps de poser sa caméra, qui fait des plans longs, et à l'interprétation, à la direction des acteurs et leur interprétation, qui rend en fait chaque regard, chaque dialogue chargé émotionnellement, et voilà. Et donc c'est un film qui
qui est dur à regarder et qui est extrêmement touchant, malgré la sévérité et la lourdeur de son propos. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'espère c'est un film que je trouve majeur. C'est juste après Thirst, c'est dur de rebondir, sauf peut-être avec First Reformed. Donc voilà. T'as oublié de préciser que un gros point, c'est que c'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas un film d'horreur. Alors là, moi je peux te dire que j'ai mon buzzer. Sauf si on considère que le vrai monde c'est l'horreur. Le vrai monde c'est l'horreur, c'est ça, que la déforestation c'est l'horreur et que de s'enrouler dans des barbelés, c'est un peu horrifique. Après, moi je trouve que c'est plus là où tu peux retrouver de l'horreur, c'est sur l'atmosphère du film. Alors je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais ce matin j'ai regardé un docu. Je me suis enroulé dans des barbelés. Non, sur l'état de la faune, de la flore, mais des biotopes après le réchauffement climatique. Comment bien commencer. Donc c'est super. Le dimanche. Après avoir regardé hier soir First Reformed, donc je passe un super moment actuellement, c'est génial. mais c'est un film qui est austère, qui est froid et qui te plombe dès le départ, et en fait tout est hyper oppressant et angoissant. Et au bois il fait pas peur. Mais par contre, il met extrêmement mal à l'aise. Si t'étais pas déjà à moitié en dépression, là tu peux être sûr que tu vas y être à la fin. Et ouais, je sais pas. Enfin, c'est sûr qu'il y a un côté. Moi, je trouve que toute l'horreur, ça fait quand même un peu film de genre, dans le sens où ça fait très film pré-apocalyptique. Enfin, tu vois, il y a toute une ambiance de. T'as l'impression que c'est quelques jours avant la fin du monde. En fait, il y a vraiment une ambiance comme ça, même avec les lumières, les couleurs qui sont utilisées. Enfin, les paysages. Franchement, il y a des images où on voit le ciel violet. Enfin, tu vois, c'est des couleurs pas du tout qu'on a l'habitude de voir pour une aube ou un crépuscule. Je sais même pas à quel moment de la journée c'est, mais et ça fait vraiment Satan va venir engloutir l'humanité, quoi. Et je trouve qu'il y a cette ambiance là pendant tout le film sans qu'il y ait réellement c'est crépusculaire, quoi. C'est en plein hiver en plus. Il y a un format d'image aussi qui est pas standard. Hein. Alors quelqu'un va-t-il dire le bon format d'image? C'est en 4 tiers. Eh ben non. Ah merde. Qui dit mieux? C'est en, je sais pas. C'est en format carré. Non, c'est pas carré. C'est le format académique. Ah. Bon, ok. Bon, Cimer. C'est de la péloche ou pas? Oui, c'est du 35 mm. Voilà. C'est le 1. C'est tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que c'est de la péloche ou pas? Ben non, mais c'est hyper intéressant parce que moi j'ai appris ça, mais la 4 tiers du coup c'était. Tiens, je vais me rouler une guinze. C'était pendant le cinéma muet. Et en fait, à partir du moment où il y a eu du son, la bande sonore a été incrustée sur la pellicule dans le sens de la longueur, juste à côté des perforations de la pellicule. Et du coup, ça faisait moins de place pour l'image. Et du coup, elle a encore rétréci. Donc, c'est un peu plus étroit que la 4 tiers. Ah, c'est pour ça que ça ressemble plus à un carré, c'est quoi. plus un format carré. Polaroid. Ouais. Mais oui, ça fait très enfermement, du coup, en plus. Oui, ça participe vraiment. Oui, et puis c'est vrai que il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'aime vraiment beaucoup son cinéma, Paul Schrader. Je trouve que c'est... alors ça fait très gros con de dire ça, mais grande classe en vrai. Enfin, c'est je sais pas, tout est vraiment très très beau, très classe. Enfin, il y a beaucoup de goût en fait dans sa composition d'image. Il y a plein de moments où je trouve qu'on est proche, pareil, de la peinture, mais moi, me fait un peu penser à Richter. Donc de l'hyperréalisme, enfin c'est vraiment extrêmement bien réalisé. Le propos, moi je le trouve moins triste que ce que vous avez dit. Il y a une lueur d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir en vrai. Avec la fin, tu veux dire? Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui sauve le monde? Bah, c'est l'amour. Je vous le donne en mille. L'amour. Et il y a, alors là, on passe du tout au tout parce que c'est pas par rapport à Thirst où ça s'envoyait en l'air dans tous les sens. Ah ouais, là, je peux vous dire que c'est très pieux. C'est très pieux. Là, on est beaucoup plus chaste. Ça se colle juste l'un sur l'autre. Ouais, mais cette scène, c'est un équivalent de scène de sexe. Elle est incroyable. Oui, bah alors c'est du air sexe, quoi. D'autant plus que c'est du air sexe. Une séquence. Enfin, le film a très peu d'effets. Et là, d'un seul coup, il y a des effets. Donc oui, c'est un peu Thirst chez les bidonites, quoi. C'est pareil. Thirst chez les jésuites. La scène de fin avec la caméra qui tourne autour, c'est un des seuls moments où la caméra bouge. Oui, c'est ça. C'est ça, mais moi, ce que je trouve quand même assez
assez spectaculaire, c'est que c'est donc un personnage qui écrit son petit journal, qui en plus prêche et tout, enfin, et on comprend, il y a quand même beaucoup de dialogue et tout, mais pourtant c'est un personnage dont on ne sait rien. Enfin, moi je trouve qu'on n'arrive pas à rentrer dans sa tête du tout. Je sais pas, ce qui fait que toutes ses réactions sont très étonnantes en fait, parce que on reste devant lui en permanence. C'est assez, je ne sais pas comment ça se fait et pourquoi, mais ça donne un sentiment assez passionnant, je trouve. Tu vois, il est dans un déni vis-à-vis de lui-même qui est assez énorme, et même lui ne veut pas accepter beaucoup de choses. Il y a ça, parce que tu vois, la maladie, en fait, elle est montrée, mais on la ressent pas vraiment. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est assez intéressant, je trouve, ce paradoxe-là. Moi, là, je la ressens quand même dans l'interprétation d'Ethan Hawke, parce que Ethan Hawke, avec sa bure et tout, il a quand même l'air malade. Je sais pas comment dire. Il a une tête un peu, tu vois, il est un peu. Quand il se fait son whisky café tartine le matin, c'est pas. Oui, non, mais c'est ça, tu vois, son alcoolisme, par exemple, c'est marrant, je trouve. En fait, moi, je trouve qu'il porte quelque chose de destructeur. Enfin, tu vois, dans son interprétation. Mais tout en sobriété. Oui, tout en. Oui, à la classe à la. C'est un prêtre. La classe à la protestante. Ouais. Non, mais... Il lance une nouvelle mode. À la fin de l'épisode, Thomas lancerait une nouvelle religion aussi. Il va pas bien. Non, mais en tout cas, il est, je sais pas, moi, il me fascine, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je perçois du personnage au début du film, c'est que c'est un personnage qui a un trauma assez lourd, dont on va apprendre quelques détails, mais extrêmement. Le film est assez laconique là-dessus, et on comprend que le fait qu'il ait ce trauma-là, ça lui donne une ouverture d'esprit particulière en tant qu'homme de foi, et donc il va pouvoir, qu'il y a une brèche, et que cette brèche, elle va s'ouvrir au moment où il va rencontrer Michael. Oui, et puis c'est aussi le portrait c'est un portrait de la religion. D'une religion qui est en train de s'effondrer complètement et d'être engloutie en fait par deux choses. Déjà, évidemment, la tragédie climatique, toujours plus qu'elle. Non mais bon, voilà, l'extinction du monde, quoi, déjà, voilà, qui est un peu en train de remettre en question les religions, et aussi surtout le divertissement qui est devenu la religion. Parce que en face, il y a un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a beaucoup d'allers-retours entre la petite église qui est un peu pourrie, quoi, où on sent qu'il y a des vermoulus dans le bois, quoi. Non, c'est pas ça. Le bois est vermoulu, c'est plus ça. Des vers dans le bois. Des vers dans le bois. Et la méga church à l'américaine. Et c'est ça, où c'est vraiment le truc à la télévision avec le preacher, et où là il y a la chorale à la Glee. Ah ouais, putain. Et d'ailleurs, il le dit, Michael, du coup, au début, qu'il voulait parler au prêtre de la petite église parce qu'il a le sentiment d'aller dans une entreprise quand il va dans la méga church, là. Oui. Et oui, c'est intéressant de montrer à quel point la religion, en tout cas aux États-Unis, la religion chrétienne est incapable de comprendre et de défendre des choses qu'elle serait censée, entre grosses guillemets, défendre, tellement elle s'est éloignée de ses valeurs, en fait, au fur et à mesure du temps, et du capitalisme, en vrai. Parce que, oui, tout à fait, elle a été corrompue par le capitalisme. Oui. Il y a tout un accent qui est mis sur le fait que ce patron d'entreprise a racheté cette congrégation, en fait, complètement. Et ça lui appartient. Bah oui, de là le dooming, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi je pense qu'avec la série The Leftovers, que j'ai pas revue depuis longtemps, je pense que c'est une des plus belles interrogations de la foi que j'ai vues, en tout cas récemment. Vraiment. Sermon de minuit aussi, c'était cool. Ouais, non mais là c'est pas du tout le même. Enfin, je sais pas si t'avais vu The Leftovers, mais il y a un truc. Dans le truc pas horrifique, je veux dire, juste purement sur la croyance et le. Oui, qu'est-ce que ça veut dire croire en quelque chose, quoi. Enfin, et puis à quoi ça sert, et puis voilà. Mais donc très très beau film. Mais pas d'horreur. Oui, pas d'horreur. Oui. Pas d'horreur. J'ai essayé de trouver des. J'ai fait pré-apocalyptique. Je me suis dit, j'ai tenté quelque chose. Après, on en a déjà chroniqué des films pas horrifiques. Pas vraiment. Oui. Moi, je trouve que ça marche. Il y a une séquence de fin qui évoque quand même pas mal. Non, et puis même, il y a la découverte du cadavre. Ouais, c'est ça, la scène de découverte du suicidé, elle est abominable. Et puis la fin fait très thriller. Enfin, il y a quelques minutes qui montent comme ça en tension. C'est jusqu'à la scène d'amour. Non, puis c'est un film de comment dire
de cynique, quoi. Sur c'est un film qui a un regard sur les États-Unis qui est désespéré et ça fait du bien. C'est la gangrène, ouais. Là, clairement, c'est ouais. Bisous aux Américains. Ouais, bisous, force pour. Ça fait du bien en ce moment. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On va se faire, Non, mais c'est vrai. Attends, 10 ans avant le deuxième mandat de Trump, quasiment. Enfin bref. On va passer au film d'après. Le film d'après, c'est le film que Lolo a sélectionné. Ah, c'est Lolo maintenant. Oui, c'est Lolo. Bah, Je oui. viens de- Comme quand t'étais petite. Et alors, Lola, quel est ce film ? Moi, pour parler de la foi, j'ai choisi Emprise. You the agent in charge of the case? That's right. What can I do for you? I'm here because I can't live with what I know anymore. And listen, this may sound a little bit crazy, but I know who the God's-hand killer is. What makes you think that? You hadn't even heard me out yet, and already you doubt me. They were raised to obey their father, Go do some homework. to love him, to trust him, Night, boys. Sleep tight. Don't let those bed bugs bite. until Wake up. I've got something to tell you. What's wrong? There are demons among us. I can see the demons, while other people can't. I'm scared, Dad. Nothing that crazy could be real. The angel told me that God would be sending weapons. Maybe you just dreamed it. Maybe you're not right in the head. God will be sending a list of the first 7 demons. These are people's names. And they'll look like people, but they're not. Dad made up this whole thing. Do you understand? Well, if it has to be done. Waouh, quelle bande-annonce Ouais. nulle. L'art de mettre des trucs dans la bande-annonce qui sont pas dans le film. L'art de transformer un bon film en téléfilm TF1. Voilà. Super. Ouais, donc non, Emprise, frailty, qui veut dire faiblesse, fragilité, en anglais. Enfin, en français. Film Fragile. Film de Bill Paxton, sorti en 2001. Film américain. Bill Paxton, du coup, il a un des rôles principaux où il joue le père de famille. On a le beau Matthew McConaughey qui joue le frère du meurtrier. Il parle comme ça, avec un accent. Avec les cheveux un peu gominés, moi j'aime bien. Non, mais c'est vrai. C'est Camille qui fait le doublage. Bah, c'est au Texas. Hein. T'as réussi à transposer en français l'accent texan. C'est pas mal. Allez, incroyable talent. Je citerai aussi Powers Booth. Donc, je ne savais pas que Powers était un prénom, mais pourquoi pas. Qui joue l'agent du FBI. On a Matt O'Leary qui joue Fenton, enfant, et Jeremy Sumpter qui joue Adam, enfant. Ils sont super d'ailleurs. Oui. Ouais, encore de bons enfants, hein, dis donc. Enfin, de bons enfants acteurs. Oui. Et ouais, le reste, je ne sais pas. Donc ça se passe au Texas, comme vous l'avez compris avec Camille. Un serial killer se faisant appeler la main de Dieu sévit, je crois qu'il y a 6 victimes en tout 6 ou 7. Et il y en a une seule qu'on a retrouvée. L'agent du FBI, donc Wellesley Doyle, qui est chargé de l'enquête, reçoit un soir au commissariat un homme prétendant être Fenton Mix, et qui assure être le frère du dit serial killer. Il commence alors à raconter son histoire qui commence 20 ans plus tôt. Thomas l'avait foreshadowé, mais c'est effectivement un film produit par David Kirshner, celui qui a découvert le scénario de jeu d'enfant Child's Play. Avec Guillaume Canet. Guillaume Voilà. Canet. Je l'avais pas fait la dernière fois, je l'ai fait aujourd'hui. Mais si tu l'as fait la dernière fois. Non, c'est Lola qui l'a fait. Et là, il en pouvait plus. Fallait que ça sorte. Et oui, donc le réalisateur Bill Paxton, on le connaît avant tout pour être un grand acteur, surtout de second rôle, hein, notamment dans Alien, Le Retour, Terminator, Predator 2, et donc là Thomas il est très au courant, mais dans Aux frontières de l'aube où il joue un vampire, effectivement. Meilleur rôle. Ton film préféré. Et il joue dans Twister aussi.
dans Twister et dans Titanic aussi. Ouais. Ah bon? Il joue qui dans Titanic? Ah bah je sais plus. Faudra regarder sur Le Wikipédia. 3e violon. Bah, c'est ça. En fait, je crois que c'est un des super potes de James Cameron, donc il a dû jouer dans. Ça explique. Il joue dans tous les Cameron. Oui. Voilà. Bah oui, non mais il a une filmographie longue comme le bras, mais jamais trop de premier rôle, il me semble. Bah dans Twister justement. Ouais. Quel grand film. J'ai pas vu le remake là. D'ailleurs. Mais c'est pas un remake, c'est une suite. C'est genre maintenant la tornade, elle a une petite fille, tu vois. Et elle a un bébé. Elle est encore elle plus a un vénère. bébé, c'est un bébé tornade. Ouais. Et du coup voilà, sa carrière de réalisateur a jamais trop décollé parce que je sais pas trop pourquoi. Mais il a fait que 2 films et son premier qui pour moi est un chef-d'œuvre là, c'est Emprise. Donc c'est un film en flashback surtout, pour la plus grande partie. L'homme interprété par Matthew McConaughey raconte son enfance et comment il sait que son frère est le serial killer recherché. Donc on est donc le plus souvent plongé 20 ans en arrière avec 2 frères, Fenton et Adam. Adam étant le plus jeune, et ils vivent seuls avec leur père qui est veuf. Ils mènent tous les 3 une existence plutôt heureuse. Le père semble aimant et sympa, jusqu'au moment où ce dernier reçoit une nuit un signe d'ordre divin, lui affirmant un dessein grandiose pour lui et ses fils, où il deviendra chasseur de démons, d'après ce qu'on comprend. Sur Halliwell. Ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, j'ai noté, il a pété un boulard. oui, c'est aussi. Il a pété un mais boulard. là, il y a eu craquage de slip. Il réveille ses fils pour leur dire, il leur ordonne de garder ça secret, en ajoutant qu'eux aussi seront acteurs dans cette mission divine. Et je le disais, le titre original signifie faiblesse. La faiblesse, je pense ici d'ordre moral, d'une famille américaine puritaine et complètement isolée même. On suit cette morale se disant sainte qui bascule dans le repli sur soi et la violence, tout ça guidé par une foi douteuse. Le père pousse alors ses enfants à commettre l'irréparable après les avoir forcés à regarder l'irregardable, tout ça au nom d'un dieu. Donc, globalement, ici, la foi est utilisée pour parler moi, j'ai compris ça comme ça, mais de l'enfance sacrifiée. Il y a toute la question de la malléabilité de l'enfant, en fait, des idées qu'on lui inculque et de ce qu'on peut lui faire croire. Moi, c'est comme ça que je comprends le titre du film. Ouais. Faiblesse, moi, c'est là que je le... Ah oui, de l'enfant. Ouais. Enfin, de ce qu'on... du caractère malléable et influençable Oui, je pense qu'il y a plein d'interprétations. D'un enfant qui vit seul avec son père, quoi. Bah, c'est ça, et puis en fait il y a un pouvoir de suggestion hyper puissant chez l'enfant. On sait, les enfants, les monstres existent sous toutes les formes, donc pourquoi pas les démons. Mais bon, on est censé apprendre en grandissant avec des parents plutôt normaux que c'est pas les monstres, ils n'existent pas sous la forme de démons venus éradiquer les bons catholiques, quoi, en gros. Donc je sais pas trop Bill Paxton, son rapport à la religion, mais en tout cas ça a l'air de pas mal l'obséder. Il y a toute la question de est-ce que par rapport au fait qu'un enfant devienne serial killer après avoir eu une enfance comme ça, donc l'homme, est-ce qu'il naît mauvais ou est-ce qu'il le devient, il y a tous ces trucs, Hobbes, Rousseau, je cite des philosophes, je sais pas si la name drop, tout le monde, là, rien ne va plus. Jamie Gourmand. Ouais. C'est vraiment ça. Philippe Etchebest. Non, mais il y a. En fait, c'est peut-être un peu ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est que on sait pas trop où il va. Il y a une fin, vous en parlerez, qui est ouverte. En tout cas, aux interprétations. On sait pas trop. Je pense qu'il il pose beaucoup de questions, mais en fait, ça part peut-être un peu trop dans tous les sens. Je sais pas. Mais après, il y a encore une fois une belle maîtrise du sujet de la foi, quoi. On sent que ça torture, que lui, en tout cas, c'est assez bien fait. C'est beau, et puis avec toute la sous-histoire du serial killer, quand même. Ouais. Et puis c'est pas anodin que Bill Paxton se mette en scène comme le père qui manipule ses enfants. Et il y a une espèce... Alors moi, je trouve un peu que c'est un film qui utilise la thématique de la foi et mais qui ne développe pas de...
Enfin, il y a un propos, évidemment, quand tu parles de ça et que tu es américain dans les années, au début des années 2000, c'est que, enfin, tu vois, ça n'est pas de nulle part. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il utilise ce sujet pour délivrer un thriller qui est un peu le maître étalon du thriller américain par la suite. Enfin, tu vois, c'est un film qui est très important dans sa construction. Alors, quand tu as déjà vu des films après 2000, bah, tu peux voir. Moi, je me rappelle avoir vu le dénouement arriver, mais en fait, ça t'empêche pas de prendre du plaisir de prendre énormément de plaisir de spectateur parce que tu te sens un petit peu manipulé par le scénario, par la manière dont les scènes sont montrées, par la manière dont on te raconte l'histoire. Et moi, je trouve qu'il y a là une petite, une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire que la faiblesse, c'est aussi celle du spectateur qui est manipulé par le réalisateur pour te faire pour te délivrer une histoire avec beaucoup de tiroirs et beaucoup de twists. Et il y a une très grande maîtrise là-dedans dans la manière dont c'est fait. Et je trouve que c'est un film de divertissement qui est incroyable. C'est un film qui met la pression en étant très peu graphique. Mais simplement par la lourdeur de la thématique et puis la sensation d'emprisonnement des deux enfants, tout ça qui est... Et le jeu aussi qui est assez impeccable. Donc voilà, moi je trouve que c'est un gros morceau de cinéma, quoi. Ouais, il a peut-être pâti d'être sorti après Seven ou tu vois, des trucs comme ça. Le côté, en fait, le truc c'est que, oui, comme tu disais, le côté twist du film, on le voit venir à 10 000 km et je suis même pas sûr que le film veuille particulièrement... Moi, je pense que si. Faire monter la sauce. C'est juste qu'on a vu beaucoup de films qui sont issus de ça, quoi. Ouais. En tout cas, mais c'est vrai que c'est pas si grave parce que tout le reste tient définitivement la route et finalement ce twist, il est pas. En fait, on nous l'annonce un peu dès le départ. On sait que c'est pas celui qu'il prétend être. Donc, on sait pas exactement ce que ça va être. On s'attend à un retournement de situation. Ça arrive. On est en mode OK. Et voilà, mais le film a plein d'autres qualités et c'est pas pour le fait qu'il repose sur un twist et en fait il repose pas vraiment dessus que oui, ça change je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas du tout le point de basculement du film, quoi. Non. Ça t'a plu, toi Oui, j'ai trouvé ça très très intéressant. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de. Alors, je pense que je suis un peu timbrée, mais moi j'ai vu un truc. Le fait que ce soit un drame familial. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait un discours sur un rapport incestueux qu'en fait les crimes qui sont commis, c'est pas exactement ce qu'on pense. Enfin, moi j'ai vraiment eu cette impression. Je pensais qu'en fait on avait un peu comme ça, parce que le fait par exemple que les enfants s'endorment tout le temps, genre il y a beaucoup de plans où en fait ils sont très fatigués parce qu'évidemment ils passent la nuit avec leur père en train de découper des gens, donc ils sont fatigués, mais tu vois, pour moi c'est des choses, alors c'est sans doute en tant que femme en 2025 que ça m'interpelle, tu vois, ces choses-là, mais moi j'y vois vraiment un truc sur la violence intrafamiliale, sur la violence évidemment intrinsèque aux États-Unis, parce que la fin, en fait, elle vient pour moi corroborer toute cette idée, quoi. C'est qu'en fait, les États-Unis sont dans la violence, quoi, et d'ailleurs le plan de fin, il y a un grand drapeau américain derrière le c'est shérif. le truc qu'on voit, tout à shérif fait. Qui est un meurtrier. Tout à fait. Et en fait, c'est aussi c'est toujours cette question de, en fait, si tu tues en pensant que tu as raison de tuer, tu ne prends pas la mesure de ce que tu fais. Enfin, tu vois, c'est toujours les shérifs et les cow-boys et les Indiens, quoi, quand on joue à ça. En fait, tous les personnages qui tuent dans le film sont persuadés qu'ils ont le droit de le faire parce que ce sont les mains de Dieu, quoi. Ouais. Et en fait, ça, c'est un discours qui est utilisé en permanence par les États-Unis pour légitimer toute leur violence, quoi. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a Bush à cette période-là qui parle de l'axe du mal pour parler des pays. Je rigole pas de l'axe du mal. Je rigole parce que... Oui, et qui ment et hontément pour déclencher une invasion d'un pays. Tu vois, donc moi je trouve que ça c'est quand même assez puissant d'arriver à le montrer dans ce film. Il y a juste un ou deux trucs qui m'ont un peu... Enfin voilà, j'étais un peu mieux faire dans le carnet. C'est juste, je trouve que c'est un peu répétitif en termes d'écriture. Tu veux dire le côté réel, flashback, oui, puis c'est un truc ritualisé de voilà, on descend dans cet endroit, il se passe ça, et puis il te le montre quand même beaucoup, quoi. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'es un peu en mode ok, c'est bon. C'est très hollywoodien.
Enfin, tu Un vois, peu. dans la structure et dans le. Mais bon, Après, effectivement, c'est assez impeccable en termes de réal, mais il n'y a pas de surriture non plus, quoi. Il y a quelques séquences un peu vite fait fantastiques. Oui, mais ça, j'ai adoré, par exemple. Ouais. Moi, c'est le moment où je trouve vraiment quand il y a l'ange qui lui arrive dessus, je quand trouve il ça repart à la presque bagnole, un peu frustrant parce qu'on en a plus après. Ouais, on en a plus Bah, après. il y a la vidéo aussi, tu sais, avec à la fin. ce truc qui vient le protéger. Je trouve ça pas mal. Ça, c'est pas mal, et je pense que c'est là où le film est intéressant. Comme tu disais, le côté faiblesse, ça s'adresse aussi à nous. C'est nous, qu'est-ce qu'on est prêt à croire dans ce film, et la question est intéressante. Et d'ailleurs, quand tu regardes les avis et les critiques sur le film, il a eu beaucoup de critiques négatives sur quelque chose de très complaisant avec le catholicisme, etc., de validistes envers... ils ont pas compris. Mais tu vois à quel point, en fait, pourtant, moi je trouve le film assez clair. Oui, même en étant clair, il y a quand même toujours un truc où c'est parce que je pense que cette critique-là, je pense qu'elle vient du fait que quand tu regardes le film Prom Dog, tu dis mais en fait, à la fin, on dit que le gars il a raison parce qu'en fait, il tue quand même des gens qui ont fait des. qui ont commis des crimes et tout, mais alors en fait, pour moi, ça c'est complètement faux. Et puis ce que ça sous-entend, c'est que potentiellement, en fait, tout le monde est violent là-bas, et que, tu vois, tu vois, c'est plus ça que ça sous-entend. Donc en fait, c'est vraiment une absence de recul sur le propos du film qui est dérangeante. Oui, et puis même. Désolé, Sanskrit. Bref. Non, pardon. Merci, on vous aime. Voilà, c'est le moment du délirium tremens. vous noterez l'heure exacte. Ça fait un boulard, Thomas, arrête. Je parlais pas de la rédac, je parlais des gens qui mettaient des critiques. Voilà. Bon. Mais oui, mais c'est aussi, effectivement, je pense que si on n'a pas un peu de recul sur le film, et surtout si on n'accepte pas que potentiellement ils ne nous disent pas la vérité, ça peut être un peu dérangeant. Moi, cette histoire-là de vision, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est parfait, quoi. C'est juste l'état de transe dans lequel t'es. Je pense que tu butes quelqu'un et que tu trouves ça normal, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et que tu essayes de légitimer ça par d'autres choses. Même le flic à la fin, où t'as la dernière vision où en fait il aurait tué sa mère, et il dit une phrase après qui, dans ce contexte-là, pourrait faire croire à des aveux. En fait, il parle d'une phrase qu'il lui a dite avant, et du coup, tu peux te construire une image, un monde mental complètement différent de la réalité très rapidement. Si t'es pas vigilant, encore une fois. Mais... Tout à fait. Ouais, non, mais franchement, c'est très classique, mais dans la manière dont c'est fait, mais c'est vraiment un film plutôt stylé, quoi. Et puis Bill Paxton, alors on l'a pas dit, mais Bill Paxton, il est décédé en quelle année ? 2017. Ouais, en 2017. Si, on l'a peut-être dit. Ouais, il nous a quittés. Mais Et il est mort jeune, Tristesse un peu. On aurait aimé voir, on aurait aimé qu'il continue sa carrière de cinéaste. Et je le dis, c'est donc lui qui joue on l'a dit, mais dans Les Frontières de l'Aube, qui était un film qu'on a chroniqué dans notre épisode. Sur la nuit. Ouais, 4, un truc comme ça. Non, c'était même pas la nuit, c'était sur les voitures. Ouais, les voitures. Le meilleur épisode. Épisode 4. Voilà. Ouais. Donc je vous renvoie à l'extrait de Bill, parce que j'avais mis un extrait de Bill Paxton qui livrait une des meilleures scènes du film. Voilà, j'adore. Et surtout, on avait parlé de Titan. Ouais, et on avait parlé de Titan. C'était quel épisode. Et de Crash. Ouais, ça, putain, quel épisode. Waouh. On était jeune et ambitieux. Waouh. Tu vois. C'était vachement bien. Ouais, on en est rendu maintenant. On a fait un film avec clavier et tout. 44 épisodes plus tard. 44 épisodes plus tard, on a fait toute la filmo de Jean-Baptiste Monnier. Oh non. Je te jure, mec. Et de Joe Dante. Ah oui, putain. Bon, voilà. Je sais pas ce qu'il nous reste à faire, mais bon. Bah, ton film. Ouais. Ah, bah oui. Ah non, c'est pas le tien. Ah non, c'est bien. Eh ben, c'est le film de Léo. Et quel est ce film? Ce film, c'est Godless, The Eastfield Exorcist. It's been about 3 months. Are you aware when you're dreaming? I know what I'm experiencing and hearing isn't real, but at the same time, I believe it is. Lyra's condition is medical, a mixture of hypomania and paranoid schizophrenia. This is not her brain doing it. It's not even her. I'd like to have you under observation. Absolutely not. Not again. We did exactly what they said. Those experts had done their damage. Moving away from medical practice would be unwise. This is not a medical problem. What do you believe it to be? A spiritual one.
Lara's still not well. We've got my congregation to pull from, and a very supportive community in general. When you're ready, I'm here to help. And if I can't help, I know those that can. Daniel answers to the Almighty and the Almighty alone. Bare your soul to him. Please, just take me back inside. I came here to exorcise the devil. Show our enemy your faith. Christ compels you to leave this vessel now. Pray with me. Body of Christ. Save me. Blood of Christ. Inebriate me. Leave this vessel. Godless, du coup, ma langue a chourfé, pardon. Voilà. Ouais. Je me suis trompé. Et Godless, non pas God Bless. God Bless, qui est la chanson que tu disais, Camille. Hamza et Damso. Hamza et Damso, effectivement. Ouais. Voilà. Bref. C'était bien. Ouf, ouf. On fait un petit cœur, tu vois, voilà, dans l'esprit de ce soir. Oui, c'est ça, exactement, la chorale des petits chanteurs de Croix de Bois. Tu vois. Les petits chanteurs de Croix de Bois. Ouais, voilà. Petits chanteurs Toujours la Croix de Bois, modernité. C'est bien, ça, c'est bien. Ouais. Du coup, Godless, The Eastfield Exorcist, sorti en 2023, réalisé par Nick Kozakis. C'est son deuxième long métrage après avoir co-réalisé un film de zombies, Plague, dont le résumé est le suivant. Ah oui, c'est trop bien. Après une épidémie de zombies, des survivants tentent de survivre. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas le film qu'on devait voir là. Non. Non, là c'est après un exorcisme, une femme est exorcisée. Allez, je vous fais un petit point casting vite fait. Je vous donne les 3 principaux et comme d'habitude, vous regardez la suite si ça vous intéresse. Dans le rôle de Lara. Parce que nous, on s'en fout un petit peu. Enfin non, on s'en fout pas. J'exagère, mais bon. On retrouve Georgia Ayers. Dans le rôle de Ron, on retrouve Dan Ewing et dans le rôle de Daniel, Tim Pocock. Et voilà, le reste, je vous laisse regarder. Il est super d'ailleurs, Daniel. Oui, super, c'est-à-dire. Enfin, c'est un très bon acteur. Ah oui, un chic type. C'est chouette. Oui, c'est un gentil genre. Je trouve super sexy. Pas du tout. Alors, un petit résumé. Vous avez passé un bon moment, j'espère, parce que là, c'est la soirée de l'éclate. Hein. Le plaisir, ça donne envie d'aller à l'église, hein, je vous le dis. Ouais. Alors, après un choc et un bouleversement désormais enfoui dans sa vie, Lara se bat contre un stress post-traumatique. Elle souffre visiblement d'un trouble schizo-affectif et de phases psychotiques qui la laissent en proie de violentes hallucinations où ses propres démons se matérialisent. Lara est suivie par une psychiatre contre l'avis de Ron, son mari, qui explique que ces danses nocturnes et ces hallucinations sont en fait l'absence de Dieu dans sa vie. Oui. Petit aparté, jamais je ne danse à poil la nuit en Australie. C'est mort. Bah oui, c'est clair. Oui, il y a beaucoup trop d'araignées et de... Désolé, ah oui. mais là... Ouais, par contre, tu l'as déjà fait. Oui, mais, et puis tu ailleurs. Et puis tu peux rajouter, jamais je ne vais voir un psychiatre avec ton mec à côté, ton mari dans le bureau qui parle à ta place. Quoi. Oui, qui a finalement autant de pouvoir décisionnel sur ta santé que toi-même. Quoi. Bah oui. Bon. En tout cas, Ron lui dit que ses problèmes sont liés à l'absence de Dieu et par une confiance trop aveugle dans la science. Sa psychiatre, Martha, parvient tout de même à convaincre Lara et surtout Ron, d'essayer un traitement médicamenteux. Le traitement semble fonctionner même si Lara est très fatiguée, mais au moins elle semble un peu plus apaisée et les hallucinations s'estompent. Ou en tout cas, elle se manifeste que quand elle dort et plus de manière lucide en plein jour. Mais Ron, en tout cas, estime que le traitement empire son état et refuse qu'elle le continue. Donc, lors d'une dernière séance chez sa psychiatre... Qu'est-ce qui se passe? C'est dur. Séance, c'est dur. C'était la dernière séance. Son rendez-vous. Pas drôle en plus le sujet du film, là, franchement. Séances pendant lesquelles Ron est systématiquement présent, effectivement. Celui-ci l'oblige à couper définitivement le lien avec tout suivi médical et psychologique. Cool. Et oui, après une nouvelle crise, et sur les conseils de Barbara, membre active de la congrégation de Ron, celui-ci se décide à faire appel à Daniel, un exorciste qui ne répond qu'à Dieu et qui s'apparente plutôt à un bourreau sadique. Daniel affirme que Lara est infestée par une légion de démons. Commence alors un calvaire de plusieurs jours pour Lara, un tunnel de sévices psychologiques et physiques organisé par d'autres fous et folles de Dieu, complices d'un lynchage collectif au nom du Tout-Puissant. Voilà.
très sympa. Ce qu'il faut savoir, peut-être pas en premier, mais c'est que Godless est inspiré d'une histoire vraie qui date de 1993. Ouais. L'histoire de Johanne Vollmer, une femme de 49 ans qui a été torturée à mort lors d'un exorcisme long de 4 jours, pratiqué par son mari et des fondamentalistes chrétiens dans un petit village de la région de Victoria en Australie. Sympa. Et Johanne, en fait, son mari l'accuse dans un premier temps de se comporter comme une prostituée et de prendre la forme physique d'un cochon ou d'un chien. Je peux plus. Voilà. Il décrète ensuite qu'elle est possédée évidemment par un démon et l'enferme plusieurs jours dans un sous-sol avant de faire appel à ses voisins pour l'exorciser. Ah oui, d'accord, on fait ça autour d'un barbecue, quoi. Voilà, je vais pas m'étendre sur les détails, mais en gros, le film est beaucoup plus soft que l'histoire. Bon, déjà, ça c'est sûr, mais que l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, quoi. C'est atroce. Et ce qui est atroce aussi, c'est l'impunité. On trouve par exemple plusieurs séries de photos de Ralph Vollmer, son mari, consolé par des représentants de la loi et de sa communauté à l'enterrement de sa femme dont il espérait la résurrection et qu'il vient de tuer littéralement quelques jours avant. Ce monsieur, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais en tout cas après il n'a eu aucune poursuite parce qu'il a été jugé comme étant avoir été emprisonné pour rien en gros, et du coup il a été libéré et il est parti vivre dans une autre région d'Australie avec une nouvelle femme. Donc, super. Solide. Ça, voilà. Je me demande, tu vois, autour d'un date Tinder, comment est-ce que tu annonces ça autour d'un date Tinder ? Ah bah... Ma femme, oui. Bah, tu dois être flagué, elle n'est pas ressuscitée. J'ai tué mon ex. Après que je l'ai découpé en morceaux avec tes voisins. Ah oui, d'accord. Bonne journée. Bah, du coup, on rit, mais c'est... Non, c'est vraiment une histoire sordide, et le film l'a rendu un peu plus soft parce que l'histoire de base est vraiment atroce, et les peines de prison pour du coup les complices s'étalent sur quelques mois avec des peines de sursis surtout. Donc pas de condamnation réelle. Voilà. Ils ont tous été reconnus coupables, mais finalement condamnés qu'avec du sursis. Donc Godless, c'est un gros rappel à la réalité. Ici, on n'a pas de fin ouverte ou énigmatique comme dans Frailty. Presque dans une lignée du true crime, avec une portée que je trouve quand même plus militante. Lara restera bel et bien morte, tuée des mains d'un fanatisme religieux qui, comme nous le rappelle une énumération tout aussi réelle à la fin du film, touche principalement les femmes et les enfants. Ces pratiques issues d'un autre temps existent toujours et voient même une recrudescence. Évidemment, dans Godless, on nous parle spécifiquement d'exorcisme, mais le film se permet d'élargir son propos à plusieurs courants sectaires du domaine, notamment des pseudosciences. Il y a pas mal de petites références dans le film. Et l'autre volet militant du film, évidemment, c'est la représentation du contrôle masculin sur la pensée, sur le quotidien. Ron, son mari, imposant des décisions personnelles et ses croyances à Lara. Mais aussi, évidemment, le contrôle du corps, symbolisé très bien dès le début du film avec la séquence de la danse nue dans le jardin. Et ce qui est impactant, en termes de rappel à la réalité, c'est la complaisance des autorités et de la justice avec cet événement. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, sur les condamnations, que ce soit dans la vraie affaire ou dans le film, où c'est des personnages fictifs inspirés de ces vraies personnes, les coupables sont condamnés qu'à des peines de prison en sursis. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est des peines et des condamnations au motif d'homicide involontaire. Alors que ce qu'on voit dans Godless et dans le meurtre de Johanne, c'est un meurtre en réunion et plus particulièrement un féminicide. Et le film permet aussi de penser à des pratiques qu'on pourrait connaître actuellement, par exemple les thérapies de conversion et beaucoup de mouvements sectaires religieux. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez glaçant, assez bien mené. Il y a quand même... Je trouve qu'une caractérisation qui manque un peu sur les personnages. Lara, on arrive à créer très vite un lien empathique avec elle, je trouve, mais les autres personnages manquent peut-être un peu de description. La narration est vachement présente, en fait, je trouve. Il y a assez peu de moments où on va aller ailleurs que sur des scènes qui sont censées faire avancer l'histoire et essayer de nous présenter et de caractériser un peu plus les personnages. Voilà, après, je trouve que les séquences d'hallucination de Lara font plutôt mouche au début, mais ça finit par un peu tomber à plat aussi à la fin du film. Mais en dehors de ça, voilà, un super film bien joyeux encore. Ouais, dis donc, c'est la folie là. Ouais. Oui, c'est effectivement, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez
Enfin, l'histoire est quand même stupéfiante, moi je trouve. Et c'est quand même assez dur à regarder. Je trouve. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris un malin plaisir Non, par rapport à d'autres films qu'on a pu voir. Par rapport aux 3 films dont on a parlé. Et je trouve que plastiquement, il est un peu en dessous, quoi. Oui. Enfin, après, c'est vrai Là, que on la a sélection... eu 2 énormes morceaux. Bah oui, juste avant. c'est compliqué, ouais. Oui, 3. Oui, mais Ouais. les Qui 2 sont- premiers étaient, en tout cas... Oui, très beau. Et Ouais. c'est vrai que lui, il pâtit peut-être il a peut-être un peu pâti de la comparaison, mais je trouvais que c'était un peu, je vais encore redire ça, mais vous allez hurler, mais un peu téléfilm, je trouve. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Après, sur ce que ça dit, c'est plutôt, c'est tout à fait juste, quoi. Enfin, sur cette violence, sur j'ai bien aimé l'acteur qui joue le prêtre fou, qui ressemble à une espèce de Zac Efron sous stéroïdes, qui est complètement zinzin. Sachant que Zac Efron prend déjà beaucoup de stéroïdes. Donc... Ouais. Alors là, oui, bon, Mais oui, on peut-être dirait également quelqu'un de drogué. complètement, ouais, c'est complètement zinzin et d'une mauvaise foi. Enfin voilà, bon, c'est même Sans pas de la mauvais mauvaise jeu de foi, mots. mais c'est. Oui, ah oui, c'est vrai. Je l'ai fait sans m'en rendre compte, tu vois. Et donc c'est terrible et tout. J'aime bien aussi l'idée effectivement de la danse parce que c'est un peu comme un sabbat en fait de sorcière qu'elle fait. Et on comprend petit à petit qu'en fait elle, ça lui fait du bien parce que c'est lié à des souvenirs qu'elle a. Et que ça, il supporte pas, évidemment, cette espèce de gros naze. Voilà. Après, bon, je sais effectivement, pas. en plus, comme avec les sorcières, finalement, à la fin, on dira que, elle était coupable finalement, que les démons sont bien partis. Et ouais, voilà. Et toujours se méfier des vieilles dames qui vous proposent des sandwichs triangles avec du saumon là. Ah ouais. Parce que ça, c'est moi, c'est le truc qui m'a fait bugger. Les sandwichs suédois. Non, mais là, Oui, c'est les petits vraiment des trucs, petits trucs triangles dégueux avec une mousse de saumon dégueu. Enfin, Ça et les pains mystères, attention, pain mystère. Ah, moi j'aime bien ça. Ah, j'adore, moi. Ah, voilà. Les pains surprises. Pain surprise. Oui, Pain surprise. parce que pain mystère. C'est la version québécoise. Voilà. Ouais, moi, c'était la 2e fois que je le voyais. Il est sur Shadows, hein, donc oui, je sais pas pas s'il y est pour longtemps encore, parce que ça fait un petit moment. Mais moi, j'aime bien ce film. Hein, je trouve qu'il y a de très bons jumpscares qu'on attend, mais moi qui m'ont fait sursauter les 2 fois où je l'ai vu. Avec pendant ces phases d'hallucination là, avec cette espèce d'entité démoniaque qui est, moi je trouve ça assez cool. Il y a un côté un peu jeu vidéo quand ce démon apparaît. Moi j'aime bien. Après oui, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le film. Je trouve qu'elle joue très bien. Ouais. Vraiment. Et puis c'est bien parce que ça tombe pas dans toutes les phases où on pense que ça y est, le démon se montre et en fait il y a aucun effet, il y a pas d'effets spéciaux à ces moments-là. C'est elle qui change. Il y a beaucoup de bruit dehors, dis donc. Ils viennent chercher Léo. Non, c'est pour mes blagues nulles. Parce qu'il a une absence de Dieu dans sa vie. Ah ouais. Toi, ça se voit que t'es faire exorciser. Dieu est absent dans ta vie. Ouais. Mais ouais, tous ces passages là où d'un seul coup elle vrille parce qu'elle est torturée, hein, clairement. Soit son mari l'agresse verbalement et elle vrille, soit. D'ailleurs, moi, c'est des scènes qui m'ont vachement angoissée parce que quand t'es en grande dépression comme ça et qu'il y a quelqu'un qui comprend pas du tout ce que tu traverses et qui essaye de trouver des solutions d'un coup, ça c'est un truc vraiment de masculin bizarre de vouloir trouver des solutions à tout directement, instantanément en fait, instantanément. Et ça peut être un truc qui te fait vriller encore plus parce que c'est hyper déstabilisant, tu te sens encore plus coupable et du coup ça c'est des scènes je trouve hyper bien faites parce que c'est très réaliste. Dans la voiture quand par exemple dans la voiture, elle est super. La scène dans la voiture, voilà, moi c'est une scène qui m'a vachement angoissée parce que j'avais envie de péter un câble comme elle en fait. Enfin, et donc voilà, elle fait des crises. Donc elle je trouve qu'elle joue très très bien. Ouais. Bah, le film est clairement porté par elle et aussi dans une autre mesure cette espèce de pasteur fou. Daniel. Mais non, c'est. Il y a une scène de pétage de mâchoire là. Oui. Ah, moi, c'est l'ongle qui m'a dégoûté. Ah ouais, qui s'écrase sur le sol. J'ai eu un petit. Ouais. Non, il y a des moments graphiques, ouais. Moi, j'aime pas beaucoup le film.
Voilà, la oui. chieuse. Non, mais... Le mec nous donne un film qui n'est pas d'horreur. En plus, il critique. Non, mais j'aime pas beaucoup le film. Après, j'aimerais bien l'aimer. C'est pas contre lui. C'est pas lui, c'est moi. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait, non, mais je suis. En fait, je vous écoute parce que parce que j'ai pas le choix. Parce que mais parce que j'essaye de retrouver des éléments positifs dessus, et vous en avez énoncé plein, et je ne nie pas que le film en a. Et le premier, c'est quand même son propos et l'audace en tout cas de parler de ce fait divers et la manière, et de l'adapter au cinéma. Après, moi, là où j'aime pas beaucoup le film, c'est que je trouve que le film c'est dommage parce que c'est une histoire qui est assez exceptionnelle, qui est assez glaçante, et je trouve que le film rate tu parlais de true crime, mais en fait il rate l'occasion d'en faire un vrai film de cinéma. Par là j'entends, voilà, et on reste un peu dans ce qui m'a paru être une espèce d'esthétique de true crime, ou en tout cas avec un peu comme dans les documentaires, quand il y a dans les faits d'entrée d'accusé, quand il y a des reconstitutions, tout ça, et je trouve que le film reste un peu là-dedans, dans son esthétique. Alors, à l'exception qu'il y a effectivement des scènes un peu oniriques, dont certaines sont réussies, mais effectivement, on laisse pas beaucoup de place à ces personnages. Et je trouve qu'il y a une dimension qui, moi, me paraît énorme, mais qui n'est pas traitée dans le film. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que le film, à mon sens, aurait gagné en intensité. C'est la relation antérieure de cette femme avec son premier mari. Parce que je pense que dans la tête de cette espèce de décérébré qui lui sert de mec, là, il y a de rond, ouais. Je pense qu'il y a une histoire de rivalité aussi, et de jalousie, du traumatisme. Et d'ailleurs, le fait divers tel que tu l'as raconté, Léo, en tout cas, je pense qu'il traduit un peu ça. En tout cas, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a une espèce de jalousie qui s'exprime aussi de la part de ce mec qui n'a pas possession totale de sa femme et de son histoire. Qui a eu une vie probablement amoureuse, affective, familiale, sexuelle avant lui. Et lui, je pense qu'il y a une grande frustration de ça, qui retrouve dans le fait que, et c'est pas anodin, que sa femme se balade à poil la nuit en dansant et tout ça. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est manqué, qui est manqué dans le film. C'est-à-dire que cette dimension-là, qui est, bon, alors vous avez pensé que je suis un détraqué encore, mais en tout cas, la question du sexe, notamment dans une communauté ultra religieuse, tout ça et tout, n'est pas traitée. Elle est montrée, mais elle n'est pas traitée. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve qu'on loupe le caractère viscéral, en fait. Mais je suis d'accord, et du coup, je trouve que c'est assez... Et c'est pour ça que je disais que c'est plus soft. Ce que j'aurais pu dire, c'est que c'est assez édulcoré par rapport à l'histoire de base. Il y a un truc un petit peu comme ça. Et il y a un truc aussi dans l'esthétique du film qui est... Alors voilà, je dis ça, mais en fait, il y a des scènes qui sont absolument dégueulasses. Enfin, la scène de mise à mort de cette femme, elle est abominable. Mais c'est, comment dire, c'est une violence qui est... Ouais, en fait, il y a quelque chose qui me gêne, voilà, je vais le dire comme ça, qui me gêne dans la plastique globale du film, et qui passe aussi par des trucs un peu cons, mais j'ai l'impression que la moitié des acteurs et des actrices du film sont des mannequins. Et en fait, ça me pose un peu problème dans ce film. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que c'est un film qui sent pas le réel, alors que il s'inscrit précisément dans un fait divers, dans un voilà, et en fait ça me gêne. Enfin, c'est pour ça que j'y vois un truc très true crime Netflix, qui m'embête un peu, surtout venant d'un film qui parle de ce sujet-là. Voilà. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est pas que je trouve ça nul, voilà, c'est juste que c'est un problème de forme avec un peu de fond quand même. Voilà, c'est juste que je trouve que pour un sujet comme ça, c'est une occasion manquée de s'en emparer. Et donc, c'est un peu ça qui m'a gêné, d'autant plus la deuxième fois que j'ai vu. Bon, là, en plus, comme je savais que j'avais un peu cet avis-là, j'avoue que j'ai regardé en x1,5 et en x2, parce que j'avais pas beaucoup de temps pour regarder les films. Et voilà, et après, il critique. Il respecte. Après, il dit qu'il est cinéphile. Il aime Christian Clavier, donc ça, on avait déjà la réponse à cette question. Mais voilà, j'ai un peu des problèmes avec ce film. Mais
Non mais oui, il a la mention peut mieux faire, mais il est quand même pour. Non, mais oui. Moi, je trouve que bon. Et il faut pas oublier que c'est son le premier en fait Plague dont je vous ai parlé. En fait, je n'ai même pas réussi à le trouver, donc moi, il est co-réalisé. Moi aussi, j'ai envie de le voir pour voir les gens survivre à la survie. Les survivants survivre à la survie. Mais c'est du coup un premier long métrage réalisé tout seul. Du coup, ça donne envie d'en voir plus, ou en tout cas peut-être de voir une affirmation, ou en tout cas oser prendre plus de risques. Mais c'est vrai que le casting, je pense, joue beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'ils sont tous. Les trois principaux sont beaux. Un peu et puis ils ont une beauté un peu trop. Puis c'est vrai que quand tu fais l'effort d'inscrire un film dans l'année 1994, dans machin et tout ça. C'est dommage de pas montrer, je sais pas, c'est des trucs qui me paraissent essentiels, mais quel métier font ces gens, quels sont leurs quotidiens, pourquoi ils en arrivent là politiquement, où est-ce qu'ils s'inscrivent. Alors, on a des doutes, hein, mais voilà, le film se mouille pas là-dessus. Et surtout que les vrais personnages dans l'histoire vraie étaient plus vieux aussi. Oui. Et ça, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est un choix un peu étrange aussi, je trouve. Il y a sûrement une justification, mais effectivement, j'ai pas non plus trop compris, peut-être pour montrer qu'en fait ça touche toutes les générations potentiellement, ou que c'est un truc qui peut être très urgent. Même c'est juste il a pris des jeunes beaux, tu vois. Ouais, ou peut-être. Franchement, je sais pas. Ouais. Et le gars, il me fait penser au mec qui joue dans True Blood, là, qui joue le loup-garou. Tu sais, il y a un acteur un peu beau gosse là, comme ça, qui joue dans. Qui joue le tenancier du café. Non, ça c'est Sam. Alors lui, non. Non, le sexy loup-garou là. Ouais, le sexy loup-garou. Non, pas du tout. C'est pas lui. Bon, ok, moi j'ai cru que c'était un peu lui. Je vous montrerai après des photos, mais. C'est pas lui. Le mec qui fait 2 mètres. Ouais, c'est pas le sexy loup-garou. Bon, non, ok. Pas du tout. Et c'était pas lui alors. Bon, vous voulez redire des trucs sur God Bless? Non. Je vous montre en même temps, vous voyez pas vous, mais c'est des photos du mari en fait de Ralph Vollmer. Du coup. Alors c'est super radiogénique ce que Léo fait, mais oui, vous pourrez regarder. Et là, du coup, c'est Joanne. Et là, je vous montre le film. D'accord. Donc là, je vois une dame qui sourit sur une photo, la pauvre bichette. Voilà. Et là, les photos Et là, les photos de mon anniversaire. Et là, c'est moi en rando. Bon, allez, on va fermer la boutique là. Ouais, je pense. Et puis nous, ça fait. Alors, je le redis. Hein. Et en plus, c'est l'heure d'aller prier là. Enfin, je veux dire, faut qu'on se dépêche. Oui. Et je le redis. Des vêpres. Ça fait. Oui, alors parce que c'était un épisode sur la foi, mais on a fait 100% Kato Bigot, quoi. Là, c'est voilà. Bon. Oui, on est parti en Corée, comme. Oui. Mais oui, bon. Le protestantisme. Voilà. On a vu pas mal de choses. Oui. On est resté bloqué christianisme, quoi. Oui, c'est ça. Il faut vous dire que là, nous, ça fait 2 épisodes qu'on s'enchaîne. Alors là, c'est la mine, hein. Attention. On a travaillé comme des chiens. Alors, il faut mettre 5 étoiles. Voilà, je le redis, c'est le moment. c'est la le quart d'heure. La mendicité. Oui, c'est ça. Je réfléchis à mettre. Je réfléchis avec Brice. On réfléchit à mettre en place un système pour que les gens qui n'ont pas mis 5 étoiles ne puissent pas entendre le reste de l'épisode. Il est en train de faire comme les mains de Dieu, le mec. Donc il va avoir une liste. En gros, il faudrait que je fasse l'intro, que je laisse un gros blanc. Et là, ça vous laisse le temps de mettre 5 étoiles. Ceux qui l'ont mis pensent que ça fonctionne. Et les autres, non, c'est imparfait comme système. Bon, on va y penser, Brice. Ouais, il faut que tu travailles là. On va coder ça. Hein ça va être beau, ça encore. Non, mais mettez 5 étoiles et des commentaires gentils. Il y en a eu, des commentaires gentils. Faut continuer, c'est très bien. Ça nous fait plaisir. Le sermon de fin de truc. Ah mais attends, moi maintenant on m'a dit tu le fais pas assez, je le fais. Hein. Donc il faut aller sur Instagram, Facebook, TokTok, tout ça. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, voilà, tous les trucs, tous les bails là. Hop. Et avant de se quitter, on va donner nos recommandations du dimanche. Vous voulez que je commence ou pas? Ah oui, vas-y. Allez. Ça dépend, t'en as 18 ou pas? Non, j'en ai qu'une. Non, ça va. Enfin, j'en ai 2 déguisés en une. Oh là là. Alors, il est inarrêtable. Quand je sais pas quoi faire le dimanche et que je cherche un truc à regarder, j'ai plusieurs sites sur lesquels je vais pour voir un peu ce qui sort et tout ça. Il y en a un dont je ne vous ai jamais parlé et que je vous recommande. Le Figaro. Oh putain, le salopard. Ah, il m'a doxé, quoi. Le Figaro, c'est tout moi. Non, je vous recommande d'aller sur Chaos Reign.
qui est un excellent site internet qui permet d'avoir des recommandations culturelles, que ce soit cinéma, bouquins, jeux vidéo, tout ça, c'est super bien. Ça ressort en général du tréfonds des abîmes des films qui sont un peu oubliés et qui sont très cool. Et sur Chaos Reign, j'ai pu tomber, alors que je cherchais quoi regarder, sur la série d'Alfonso Cuarón qui s'appelle Disclaimer, qui est sorti en 2024 et qui a pour deux acteurs et actrices principales, c'est donc Cate Blanchett et Sacha Baron Cohen, qui jouent donc un couple de londoniens friqués qui voient leur vie être un petit peu mouvementée face à des révélations qui concernent Cate Blanchett. Le film est probablement adapté d'un best-seller, je crois. Je ne sais pas lequel, mais livre je trouve c'est pas un film, c'est une série. Donc la série livre une réflexion assez intéressante sur la question du point de vue, de la manière dont on raconte une histoire, de la manière dont on décide de cancel ou pas quelqu'un en fonction de ce qui est sorti. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je sais pas ce qui relève de l'adaptation de Cuarón et ce qui relève du livre, mais je trouve la série hyper intéressante et ça pose la question notamment de la maltraitance dans les médias de personnages notamment féminins. Voilà, la personne de Cate Blanchett. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de spoiler, mais c'est vraiment, ça se regarde, c'est en 7 épisodes et ça se regarde très vite. Voilà, j'ai beaucoup aimé, malgré le classicisme de l'histoire. Mais bon, il y a la mise en scène de Cuarón, c'est voilà. Voilà, donc disclaimer, c'était bien. Lélé. Moi, je vais tricher. Voilà. Ne dis pas, mais il faut pas dire. Bon, aussi, parce que c'est cramé. Les gens vont perdre la foi en toi. C'est vraiment cramé. Moi, je vais vous recommander un film que j'ai failli sélectionner pour cet épisode. D'accord. J'ai pas d'autres idées. Bah oui, c'est bien. J'ai vu du coup. Et je sais pas si on en reparlera en plus parce que c'est pas un film si horrifique que ça. Ça ne nous arrête pas, ça, tu vois bien. C'est vrai. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Peut-être qu'on en reparlera alors. C'est Vie, du coup. Ah oui. Qui est un film sorti en 62, vie. si je ne me trompe pas. J'arrive pas à parler ce soir, c'est une catastrophe. C'est le manque de foi. Le manque de foi, ouais. Crise de foi de ce week-end. Le manque de pâté de foi. Ouais, non, ça va. Et Vie, en fait, c'est considéré comme un des seuls films fantastiques d'horreur à être sorti par la Putain, j'oublie tous les noms en plus, je suis désolé. En gros, c'est la compagnie de cinéma de l'URSS. Ok. Et c'était très très chouette. C'est pas habituel dans le montage, la réalisation, le jeu d'acteurs et d'actrices, mais je recommande vivement. Il y a plein de chouettes idées. C'est assez marrant en plus. C'est aussi tourné comme une comédie, pas mal. Et ça tacle beaucoup des personnages. Et du coup, je comprends pourquoi ils en ont pas refait après. C'est la Mosfilm. La Mosfilm, voilà, merci. Trop bien. Adapté d'un récit fantastique de Nicolas Gogol. Oui, c'est vrai. Gogol, c'est le nez. Ah oui, le nez, le manteau. Trop bien. Ouais, trop stylé. Double reco, allez, on ne m'arrête plus moi aussi. Nicolas Gogol. Et en ce moment, je suis en train de lire Solaris de Stanislas Lem. Ah ouais, trop bien. Et c'est très très cool. Voilà, je reco aussi. Et j'arrête. Ok. Et ben moi aussi, je lis encore un livre, putain, avec des mots. En ce moment, c'est incroyable. Bah là, on fait que de recommander des livres. Ouais, bah je sais pas ce qui se passe. Parce qu'on regarde trop de films, on en a marre sans doute. Mais... Ouais. Le livre, du coup, s'appelle Le Club des enfants perdus. Ah oui. De donc Rebecca Alighieri, mais qui est son pseudonyme. Elle s'appelle en vrai Emmanuelle Bayamaktam. Ça y est, elle est doxée elle aussi. Elle vous laisse cacher. Eh ben non. Non, elle écrit sous ses deux noms, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, ça se passe. C'est un film qui se passe là, à notre époque, dans Paris, et notamment juste à côté de chez nous. Je vous dirai pas où j'habite parce que voilà. Mais tu vas t'autodoxer. Mais voilà, c'est un couple de théâtreux, Armand et Burke, qui est d'origine allemande, qui sont des comédiens de théâtre. Burke, c'est un prénom. Ouais. Oui.
C'est les villes aussi. Non, je croyais que c'était Berck. une onomatopée. Berck. Et voilà, trop et marrant. ils ont une enfant, Miranda, qui a 27 ans. Et qui ne va pas bien et qui n'est pas une jeune femme comme les autres. Et voilà, c'est un livre très très bien. Il n'est pas encore fini, donc je ne sais pas comment ça se termine, mais ça part dans le fantastique, dans l'horrifique, alors que vraiment on est dans un truc hyper réaliste parisien au début, et c'est très bizarre, et c'est hyper bien. Franchement, ça se lit tout seul, donc je vous recommande. Et oui, et surtout, c'est d'autant mieux que ça a été ça s'est fait défoncer par des gros réacs cathos, justement, parce que ça a été un livre qui était sélectionné pour le concours des lycéens, et il y a eu des associations de parents à qui ça n'a pas plu du tout, donc j'aime encore plus, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sexe, parce qu'il y a du trash, il y a du... Voilà. D'accord, ok. Et puis parce que ça défonce un peu la foi. Ok. Bon, Camille, alors. Oui, alors moi, reco idée cadeau. Pour toi ? Des bijoux. Alors non, un cadeau pour toi. Non. Envoyez des Qu'est-ce cadeaux que à vous pouvez Camille. m'offrir ? Non, mais si vous réfléchissez à un petit cadeau à offrir à quelqu'un ou je ne sais quoi, un truc un peu original, je vous invite à aller sur le site du collectif qui s'appelle Sulo, S-U-L-O. C'est un collectif qui fait des puzzles en collaboration avec des artistes graphic designers. Il n'y a pas que des puzzles. Moi, j'ai acheté une écharpe. Parce que j'allais dire les puzzles, moi, ça me fait un peu chier. Non, mais c'est franchement, c'est chouette. Moi, ça me fait kiffer les beaux puzzles. De belle qualité, fait en France, pas trop cher. Et c'est une éloge de la lenteur pour eux, le D'accord. puzzle. Donc, assez intéressant. Et quel est ton pourcentage d'action dans... Non, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. C'est juste, je me suis acheté une écharpe que j'ai quelque part ici. Moi, je vais noter le nom pour ma maman, elle adore faire des puzzles. Ils sont hyper beaux, ouais, je suis en train de regarder. Voilà, ça critique, mais moi je vous donne des idées cadeaux, on n'en a jamais. Et après, C'est on vrai. offre. C'est vrai qu'on pourrait. Ah ouais, c'est vachement beau. Ah voilà. Ah bah voilà. Donc Sulo, S-U-L-O. Ouais. Sulo.freux, c'est ça ? Ouais. Ok. Envoyez-nous des puzzles. Ah oui. Ah des bah. puzzles. Bon, allez. C'est l'heure de plier boutique, d'aller mettre la cabane sur le chien, la viande sous le torchon, comme on dit. Ouais. Parce que demain, c'est La lundi. paroisse sur le chrétien. Voilà. On vous dit à dans 2 semaines. Oui. Et Pour notre rendez-vous dominical. On aura un invité. Et on aura, voilà, j'hésitais à le dire, mais oui, C'est Jésus. on aura un invité. Bon, ni plus ni moins. Si seulement. Ni plus ni moins. Il y a quelques ressemblances. C'est vrai. Avec un peu de cheveux, une barbe. Faut en Franchement. parler. Voilà, donc un épisode spécial avec un invité exceptionnel qu'on attend depuis un moment. Voilà, donc on vous fait plein de bisous. C'est Alexander Skarsgård. Stay tuned. À dans 15 jours. Ciao. Ciao. Bisous.